Je vais vous présenter le package SF de R, parce qu'en fait, c'est celui que j'utilise principalement dans le cadre de mes recherches. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Anis Loucher. Alors, ma formation initiale, c'est celle de pharmacien et maintenant, je passe une thèse en économie de la santé. À côté, j'ai également d'autres fonctions dans une entreprise, dans une start-up, en fait. Mais mon sujet de thèse, qui est dans le cadre dans lequel je me suis initié à R, notamment sous les conseils de Julien Ammonier et ensuite à l'analyse spatiale de manière un peu plus spécifique, s'intitule L'intégration territoriale, sociale et économique des pharmacies. Autant dire que de l'analyse spatiale, j'en mange un peu. Alors, tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'était que l'analyse spatiale, ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique, bien au contraire, puisque l'INSEE avait publié en 2018 un guide pour faire de l'analyse spatiale avec R. C'est une bonne approche pour commencer à s'initier, à comprendre quels sont les enjeux exacts de la modélisation spatiale, ses avantages par rapport à la modélisation classique. Et donc, dans le cadre de ce rapport, parmi les premiers chapitres, il y avait le package SF, l'avenir du traitement des données spatiales sous R. Alors, même si ça a été fait en 2018 et qu'on n'est que 3 ans après, en 2021, en fait, à l'époque, le package SF était encore en phase d'expérimentation et ils ont préféré, à l'INSEE, faire un guide qui était axé sur des packages qui étaient éprouvés, qui ont des inconvénients que justement le package SF va permettre de surmonter. Donc voilà pour ce qui est de l'intérêt de l'analyse spatiale. Après, quel genre de données on peut utiliser dans le cadre de l'analyse spatiale? Donc, ça va en premier lieu être des cartes. Là-dessus, vous les trouverez facilement sur le site de l'IGN, qui est produit par l'État français. Aussi, les cartes type OpenStreetMap, Google Maps, tout ça, peuvent aussi être exploitées. Il faut juste récupérer les fichiers sous format shapefile, par exemple, pour pouvoir les exploiter ensuite. Les données spatiales, les données spatialisées plutôt. C'est-à-dire que ce sont des données qui sont associées à des éléments spatiaux, mais pas forcément présentées directement sous forme de cartes, etc. Donc là, vous allez avoir principalement pour source d'information l'INSEE, que j'utilise beaucoup parce que les données sont accessibles en ligne gratuitement, qu'elles sont exhaustives pour l'ensemble de la France. Et donc, je vous conseille d'aller vers eux. Après, il y a forcément d'autres données qui sont disponibles, comme par exemple Météo France, tout ce qui va être mesures de pollution, tout ça. Alors, quels domaines peuvent être couverts par l'analyse spatiale? En fait, tout. Ça va être des éléments de société et d'économie, comme ce que je fais dans le cadre de ma thèse. Ça peut aussi être de l'écologie, l'agriculture, l'urbanisme, aussi tout ce qui va être en lien avec la gestion de l'énergie. Notamment, en fait, il y a un consortium européen qui a été mis en place pour essayer d'harmoniser les règles de projection cartographique, dont je vais vous reparler un peu plus tard dans le diaporama. Aussi pour tout ce qui est localisation des séismes, localisation des événements, des accidents, des aléas naturels, tout ça. Et après aussi tout ce qui peut être lié à la défense, notamment sur des aspects logistiques. Alors, l'analyse spatiale, ça peut être quelque chose qui est très descriptif parce que ça va déjà donner beaucoup d'informations juste en analysant une carte. Ça peut être un outil d'aide à la décision, faire partie du géomarketing ou simplement de la cartographie à but informatif. Pour cela, en général, ce qui est utilisé, ce sont des SIG, donc c'est des systèmes d'information géographique. Alors, il en existe des gratuits comme QGIS, PostGIS et plein de trucs en GIS, ou d'autres qui sont payants comme ArcGIS. Alors, R dans tout ça, en fait, est arrivé beaucoup plus tard. Mais pour moi, ça a de très, très gros avantages. C'est que premièrement, c'est gratuit. Et ensuite, ça permet de facilement automatiser et produire à la chaîne plusieurs cartes et plusieurs analyses de manière beaucoup plus répétable et robuste. Et surtout, c'est que maintenant, grâce au package SF, la communication est beaucoup plus facile avec les systèmes d'information géographique. Donc là-dessus, vous ne perdrez pas votre temps en passant par R. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure un peu de projection cartographique. Alors, en quoi c'est critique? Le problème de l'analyse spatiale, dans le sens cartographique, c'est que sur Terre, nous sommes sur une sphère. Enfin, à peu près. On est sur un patatoïde plus exactement.
Mais lorsque l'on veut transposer des résultats qui sont sur un volume, sur une surface en volume, vers un plan, quand on passe de la 3D à la 2D, en fait, il y a des règles à établir. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la projection cartographique. Alors, il existe plusieurs manières de faire plusieurs projections disponibles. On va en voir quelques-unes juste à titre indicatif. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on ne choisit pas la bonne? En fait, ce qu'on va avoir, c'est des décalages dans les données, des déformations, c'est-à-dire que les distances ne pourront plus être exactement celles qu'elles sont en réalité. Ça va aussi être des problèmes d'angle entre les mesures et ce genre de choses. Alors, comment trouver la bonne projection? Vous en faites pas, c'est critique, mais en général, c'est fait de manière assez simple et ça se gère très facilement avec le package SF d'une manière générale. Alors, pour trouver la bonne projection, la première chose à regarder, c'est la documentation. Lorsque vous allez récupérer une carte, par exemple, sur le site de l'IGN, il y a fort à parier que ce soit un système de projection type Lambert 93, mais si jamais c'en est un différent, ce sera précisé. Ensuite, il faut aussi regarder, par exemple, les données, le format les coordonnées des points, qui vont pouvoir vous donner une indication si c'est du Lambert 93, par exemple, ou si c'est le système GPS, c'est-à-dire le WGS 84. Donc voilà, donc c'est ce que vous avez représenté dans le tableau qui est en bas de la diapositive, donc avec différents systèmes de projection qui portent des noms différents. Le PSG qui est en fait le système du groupe pétrolier européen. Donc, vous voyez que déjà que le PSG, c'est quelques chiffres à retenir. Donc, c'est beaucoup plus facile pour passer d'une projection à l'autre, par exemple. Et je vous conseille de fonctionner là-dessus. Sauf si vous voulez un contrôle un peu plus fin de la projection. Et là, ce seront des cas beaucoup plus spécifiques qui ne seront pas vraiment abordés dans le cadre de cette présentation. Alors, pour continuer un peu, donc, je vous ai parlé de PSG, donc l'European Petroleum Survey Group, donc, qui a établi différents systèmes de projection qui sont très utiles, mais il y a d'autres alternatives qui existent, comme par exemple le well-known text, qui en fait va décrire avec des phrases en fait tout ce que l'on souhaite avoir dans notre projection. Personnellement, je les utilise jamais parce que le PSG suffit amplement. Après, il y a une autre option, c'est le Proj for String, qui est, lui, en fait, c'est une chaîne de caractères que vous allez devoir paramétrer, qui va vous permettre en fait d'articuler tous les paramètres de la projection spatiale et donc de vous adapter à des besoins plus spécifiques que ce qui pourrait être fait dans le cadre de l'EPSG, par exemple. Alors, en France, on utilise beaucoup le Lambert 93 pour les systèmes de projection. Ça donne des distances qui sont réalistes par rapport, par exemple, si on mesure la distance entre Boulogne-sur-Mer, qui est la ville où je réside, et Lille, on obtient une distance qui est cohérente, qui est plus précise qu'avec le système GPS. Mais l'avantage du système GPS, c'est qu'il permet de faire le monde entier. Il faut savoir aussi que le Lambert 93 n'est pas disponible pour les DOM et les TOM en France. Et que là, il y a une autre projection qui s'appelle l'UTM, qui a été mentionnée dans la diapositive au-dessus, et qui en fait va permettre d'avoir quelque chose de plus spécifique pour les DOM et les TOM. Donc, si vous faites une analyse sur toute la France, essayer d'uniformiser avec le système GPS peut être une bonne option. Alors, je vous ai parlé de différences de mesures. Prenons le cas de Lille, puisqu'on est quand même un groupe d'utilisateurs de R de Lille. Alors, avec le système GPS, donc vous avez grosso modo la longitude et la latitude, donc qui sont des valeurs qui sont, enfin voilà, donc vous avez je ne sais plus lequel est lequel, donc désolé, un petit couac, un petit trou de mémoire. Mais vous voyez surtout que par rapport au Lambert 93, les coordonnées ne sont pas du tout les mêmes. Et donc ça va pouvoir vous indiquer sur quel type de projection utiliser. Maintenant, on va aborder de manière assez succincte quel est l'avantage de l'analyse spatiale par rapport à une analyse classique. En fait, c'est tout simplement la prise en compte de l'interaction. Celle-ci peut se faire via des modèles gravitaires qui vont se baser sur la loi de gravitation de Newton ou une de ses dérivées pour fournir en fait une idée de l'interaction entre deux points de l'espace. Une autre approche qui fera sans doute beaucoup plus plaisir aux statisticiens qui sont parmi nous, c'est tout ce qui va être en lien avec la régression spatiale. Donc là, vous avez de représenter l'ensemble des modèles spatiaux dans le diagramme de flux.
Le modèle qui est là, qui est intitulé GNS, donc qui est réécrit à côté en clair. Donc, ça s'appelle également le modèle de Mansky avec un i à la fin. Et donc, ce modèle représente l'ensemble des interactions spatiales possibles. Alors, donc, vous allez retrouver des éléments d'une régression linéaire classique avec le x bêta et le u. Par contre, vous allez avoir trois types d'interactions spatiales qui sont représentés par les termes ρ, w, y, qui en fait va permettre de représenter l'autocorrélation spatiale, l'interaction de la variable étudiée sur elle-même. Par exemple, pour modéliser des comportements de type coopération entre des infrastructures ou bien au contraire répulsion. Vous allez avoir le wxθ, qui lui est un vecteur avec toutes les variables explicatives, qui va cette fois-ci tenir compte en fait, des effets de voisinage sur les variables explicatives. Par exemple, est-ce que le nombre de pharmacies va être déterminé par le nombre de médecins qui sont présents dans les communes autour de la commune étudiée? Et après, vous avez une dernière composante, il y a un petit couac sur la diapo, qui est en fait lambda W, il manque le W, WU, qui cette fois-ci est en fait l'interaction spatiale sur le terme d'erreur. Donc, vous avez pu remarquer, outre les coefficients qui sont un peu différents, qu'il y a surtout un W qui revient systématiquement. C'est en fait, ça s'appelle une matrice de pondération et une relation de voisinage. Et en fait, avec le package SF, il est possible de construire de manière assez simple des matrices de pondération assez simples. Alors, dans quel cadre se place le package SF exactement? Alors, d'un point de vue historique, il y avait au départ plusieurs packages pour gérer tout ce qui était traitement spatial. Donc, il y avait la librairie RGDAL, enfin GDAL pour tout ce qui va être ouverture, les lectures et écriture de fichiers de données spatiales, donc comme des shapefiles et ce genre de choses. Ensuite, le package RGEOS pour tout ce qui va être opération géométrique sur les données spatiales en elles-mêmes. Et le package Proj pour tout ce qui va être la transformation des systèmes de projection, tout ça. Il y a eu une première tentative d'essayer d'homogénéiser tout ça avec le package SP. D'ailleurs, le manuel de l'INSEE, dont je vous ai recommandé la lecture en amont, en fait, utilise principalement le package SP. Le problème, c'est qu'il n'est pas complètement adapté pour l'interopérabilité avec les différents packages, qu'il y a des moments où les codes peuvent devenir très longs à écrire et parfois il faut maîtriser, il faut utiliser plusieurs formats différents de données pour faire quelque chose qui est relativement simple à faire sous le package SF. Après, il y avait aussi pour la représentation graphique le package cartographie, qui en fait devait être associé à plot ou à la fonction plot ou au package ggplot. Donc, en fait, maintenant, on n'a plus besoin non plus du package cartographie. On peut tout faire avec le package SF et ggplot. En tout cas, je vais essayer de vous en convaincre pour la suite. Donc, le package SF, c'est quoi? Alors, c'est une compilation de plusieurs packages préexistants qui a permis une simplification organisationnelle en groupant les fonctions de façon simple et de façon très lisible. Les noms ont été simplifiés aussi parce qu'il pouvait y avoir des noms à rallonge. Les fonctions ont moins de paramètres en général, ce qui permet de ne pas se perdre dans les différents attributs à donner à ces fonctions. Les noms ont été normalisés, ce qui va permettre d'avoir un outil très, très efficace et assez sympa qui est la recherche de fonctions sous R. Je vous montrerai une image tout à l'heure. Mais c'est aussi un package qui a permis d'améliorer l'efficience algorithmique. Et pour ça, je vais vous montrer un peu plus tard en fait, un graphique qui j'espère, vous convaincra. Le package SF, c'est aussi, SF voulant dire Simple Features en anglais, c'est aussi un système qui est normalisé sur la norme ISO 19125, qui va permettre de mieux qualifier les objets spatiaux dans les systèmes informatiques. Cela a un gros avantage, c'est que vous pouvez travailler sous R avec le package SF, produire, exporter la donnée et ensuite la récupérer sur un logiciel de cartographie comme ArcGIS, PostGIS, etc. pour l'exploiter et avoir quelque chose de plus esthétique et de plus adapté à un usage géographique cette fois-ci.
Donc, on a vraiment un package qui est plus polyvalent que ce qui était fait auparavant. Alors, le package SF en lui-même, donc, il manipule des objets qui font tous partie de Geometry Collection, qui est en soi un objet qui recoupe tous les 10 objets différents. Alors, ces objets, ça peut être quoi? Ça peut être des points ou un objet multipoint, ça peut être des lignes ou encore des polygones, avec la possibilité d'en avoir plusieurs ou pas. Donc, et l'avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un format qui est utilisé par la plupart des systèmes d'information géographique. Alors, pour manipuler, créer des features, comment on s'y prend? Tout d'abord, on peut fonctionner à partir d'un fichier, tout simple. C'est-à-dire qu'on récupère un fichier shapefile, par exemple, sur le site de l'IGN, puis ensuite, donc, on lui demande tout simplement de lire, d'écrire, de lire la base de données qui est dedans ou d'écrire dans la base de données qui est dedans. C'est très simple. Les exemples de code sont très facilement accessibles et que je les utilise beaucoup, ces fonctions-là. Ensuite, il y a aussi un autre type de données que vous allez souvent retrouver si vous faites de l'analyse spatiale, c'est quand les données sont sous forme de base de type CSV, par exemple, où vous allez avoir les coordonnées, donc que ce soit les abscisses ou les ordonnées, sous forme de colonnes. Là, il faudra plutôt employer donc, la fonction STASF qui va vous permettre d'une part de définir la base de données que vous exploitez et ensuite de préciser dans la base de données quelles sont les colonnes qui représentent les coordonnées. Et ensuite, vous récupérez un objet SF que vous allez pouvoir exploiter de manière très facile et faire tout ce que vous voulez avec, comme si vous étiez passé directement par un STLOID ou autre chose. Donc, c'est très simple et ce type d'opération était plus compliqué sous le package SP que maintenant. Ensuite, il est possible de rajouter des éléments, notamment en créant des objets de façon isolée. Donc là, en prenant ST point, ST multipoint, ST polygone, etc. Il est également possible de les combiner avec ST combine et de changer le type, c'est-à-dire par exemple passer d'une ligne à un ensemble de points avec la fonction stcast. Donc, vous voyez déjà qu'un prémisse, c'est que toutes les fonctions du package SF fonctionnent par ST. Ça va être un gros avantage pour la suite. Alors, je vous ai parlé des types de données, tout ça, d'ouverture de bases de données et compagnie, mais je me suis dit que vous préféreriez voir à quoi ressemble une base de données sous le package SF. Donc, en fait, c'est comme une base de données classique. Ça s'ouvre à peu près de la même manière. C'est-à-dire, vous appelez votre objet dans la console, boum, il apparaît. Vous avez en haut une description de l'objet, du type de géométrie qui est concerné, des dimensions, puisque vous pouvez faire du XY, c'est-à-dire sur un plan, mais aussi XYZ si vous travaillez sur des volumes. Vous avez la B-Box qui n'a rien à voir avec une offre d'un opérateur Internet qui va en fait vous définir le cadre de l'analyse, le rectangle dans lequel vous observez vos données. Le système de projection aussi est précisé parce que forcément, il va y avoir un peu de variation en fonction du système de projection que vous utilisez. Ensuite, vous voyez que vous avez vos entrées, vos données, vos observations qui est comme une base de données classique, comme si vous ouvriez un simple CSV sous R. C'est-à-dire que c'est très, très simple à manipuler. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, comme tous les noms de fonctions, ils commencent par ST, c'est très facile de pouvoir les faire défiler pour retrouver la fonction exacte qui nous intéresse. J'utilise beaucoup cette petite astuce. Ensuite, je vais revenir à ce dont je vous parlais précédemment sur les systèmes de projection, comme quoi c'était critique, mais finalement que c'est assez facile à manipuler. Pourquoi? Parce que premièrement, on peut lire facilement le système de projection. C'est la fonction STCRS, ce qui n'a rien à voir avec les policiers. Ensuite, vous pouvez définir de façon manuelle la projection qui est appliquée à des données. C'est notamment avec soit en faisant STCRS, le nom de l'objet, et ensuite en allouant une valeur avec la flèche d'allocation, soit avec la fonction ST7CRS. Toutefois, il faut faire attention, c'est que ces fonctions-là ne permettent pas de changer le système de projection. C'est-à-dire que si vous dites au système le CRS est par exemple un système Lambert 93,
il va vous croire. Si vous lui dites que c'est un système GPS, il va vous croire, même si ce n'est pas le bon format. Donc là-dessus, il faudra faire attention en amont. Pour changer de système de projection, il faut utiliser la fonction ST-transform, qui est très simple à utiliser, puisque vous reprenez la carte, l'objet SF que vous voulez mobiliser, et vous précisez juste la projection dans laquelle vous voulez vous rendre. Donc, si vous voulez basculer d'un système Lambert 93 vers un WGS 84, c'est très très simple. Vous remplacez CRS par le code EPSG du WGS 84. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu d'efficience algorithmique. Pour moi, c'est l'un des gros avantages de SF en termes de traitement au quotidien, c'est que toutes les fonctions ont été optimisées. Donc pour cela, je vous ai pris un exemple qui est un peu trivial. C'est tout simplement, j'ai pris une grosse base de données qui est le découpage communal en France, et j'ai demandé 10 fois au package RGDAL de l'ouvrir et 10 fois au package SF de l'ouvrir. Et la différence est claire, puisque le package SF avait mis 10 fois moins de temps en moyenne pour ouvrir une base de données qui comprend près de 40 000 observations. Donc, c'est assez efficace. Même pour tout ce qui est, par exemple, création de matrices de distance ou de matrices de pondération, tout ça, ce package va très vite par rapport à ce qui était fait avant. Et surtout, c'est beaucoup plus simple à faire. Alors maintenant, j'ai préféré pour la suite du diaporama en fait vous présenter la manière d'utiliser le package SF avec quelques exemples, parce que je pense que c'est la meilleure manière de procéder pour voir exactement à quoi ça correspond. Surtout que sur des analyses de type spatial, au final, on va beaucoup solliciter l'analyse visuelle, et ça permet de comprendre ce que font exactement les fonctions. Donc là, je vous ai représenté, l'idée est simple, c'est voir comment est-ce qu'on fait une visualisation spatiale la plus simple possible. On peut le faire avec la fonction plot, donc ce qui permet d'aller assez rapidement tout ça, et qui va vous permettre, par exemple, d'afficher une carte. Là, par exemple, j'ai représenté la métropole lilloise. Alors, l'objet de pourquoi est-ce que fonctionner sous plot est intéressant, tout simplement pour vérifier qu'on obtient bien ce qu'on espérait obtenir. Puisque comme je vous ai expliqué qu'il fallait faire attention, par exemple, au système de projection, tout ça, ça va vous permettre de faire une première vérification des données. Et vous voyez que ça se fait assez simplement. Là, j'ai placé quelques étoiles. C'est juste pour vous donner des éléments de contextualisation si vous êtes de Lille. Alors, la grosse étoile, c'est la place de la Citadelle, ce qui est bien adapté pour une forteresse en étoile de type Vauban. Au sud, vous avez le CHRU de Lille. C'était entre autres pour faire plaisir à Julien Ammonier. Et ensuite, les trois petits points, donc les trois petites étoiles. Donc, dans le rectangle qui se trouve à peu près au milieu, c'est la place République Beaux-Arts. À l'est, vous avez le Zénith, et au nord, vous avez le Euralil. Donc, ça vous montre un peu la représentation qu'on peut faire sur une carte. Rajouter des points comme ça sur une carte, ça permet aussi au lecteur de pouvoir mieux se placer, de pouvoir mieux contextualiser les données spatiales. Si ce n'est que je les ai fait à la main et pas via mais pas via le code, ce qui serait tout à fait possible à faire, je précise. Toutefois, ce que va permettre le package SF, en tout cas, notamment en interagissant avec le package ggplot, c'est pas que de représenter des fonds de cartes vides. L'idée, ça va aussi être de mettre des données dessus, et par exemple en représentant des variables catégorielles. Donc là, c'est le découpage de la métropole lilloise par zone iris, qui en fait est un découpage qui a été établi par l'INSEE et qui représente différents types de zones iris, donc des zones d'habitat, des zones commerciales, ou autres. Donc en bleu, c'est les zones d'habitation, en rouge, c'est les zones commerciales, et en vert, ce sont les zones autres, comme par exemple la Citadelle. Donc, ça se fait de manière assez simple au final, puisque vous appelez la fonction ggplot comme pour un graphique normal.
Ensuite, vous appelez la fonction geom_sf. Donc, package SF, geom_sf, jusque-là, on est parfaitement logique. Et derrière, vous rentrez les données que vous voulez modéliser. Donc là, j'ai fait un redécoupage spécifique pour la ville de Lille avec la fonction filter du package dplire. Et donc, voilà, donc ça se fait de manière très, très simple. Après, c'est vraiment ggplot qui va vous permettre de modéliser et de mettre en forme la carte que vous voulez mettre en forme. Donc, ça se fait de manière très, très simple. Il n'y a pas besoin de passer par un autre package comme cartographie pour obtenir ce résultat-là. Il est également possible d'avoir le même type de résultat sur des variables continues. Donc là, c'est la population qui est représentée. Donc j'ai juste rajouté une échelle entre le bleu et le rouge pour qu'on voit un peu mieux la répartition de la population au sein de la métropole lilloise. Donc ça se fait très simplement. Au final, c'est juste une ligne qui est importante, c'est celle qui est juste en dessous de ggplot, celle qui vous permet d'avoir l'information. Ensuite, c'est que de la mise en forme. Mais en général, ce qu'on aime bien faire sur des bases de données, ce n'est pas juste prendre l'ensemble de l'information, c'est également de regarder ce qui peut se passer sur des sous-échantillons. Donc là, j'ai pris en fait, les zones iris qui constituent la zone de l'île centre. Et le but, c'est d'essayer de les sélectionner de différentes manières, voir si ça marche. Et donc, vous pouvez tout à fait fonctionner avec des notations matricielles. Si vous voulez, par exemple, sélectionner la première, la deuxième, la troisième observation, c'est tout à fait possible. Comme ce que vous feriez sur une base de données lambda. Vous pouvez aussi combiner ça avec les fonctions comme de traitement d'expressions régulières comme grepel, qui en fait et ça se fait très simplement. C'est ce que vous avez d'ailleurs de représenter là sur la carte. C'est un traitement qui est fait sous format matriciel. Vous pouvez aussi le faire avec la fonction filter de dplire. Donc, si vous aimez ce package-là, vous pouvez le combiner de façon très intuitive sans que ça pose de problème majeur. Après, il y a aussi des solutions qui sont plus spécifiques au package, comme pour ajouter des lignes à une base de données. Donc, il y a par exemple la fonction stbindRows, où vous allez rajouter des lignes en fait à votre base de données. Mais il faudra faire attention parce qu'à chaque fois, en fait, la géométrie soit bien écrite de la bonne manière, pour bien décrire l'objet spatial que vous voulez modéliser. Ensuite, il y a aussi la création de nouvelles colonnes qui peut être intéressante, notamment si par exemple on veut représenter le pourcentage de personnes qui vivent seules par zone iris. On travaille dessus vraiment comme sur une base de données classique. C'est-à-dire que là, sur une notation plutôt vectorielle, donc on fait des opérations comme si c'était une base de données CSV. Il n'y a pas de différence en fait. Vous pouvez le faire aussi sous format matriciel. Après, vous pouvez le faire par dplire. Encore une fois, si vous aimez ce package-là, c'est parfaitement interopérable. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de souci. Vous pouvez aussi ajouter des colonnes avec, par exemple, les fonctions stbind calls ou encore stjoin, ce qui vous permet de faire des fusions. Personnellement, je préfère faire les fusions avec dplire plutôt qu'avec les fonctions qui sont plus spécifiques de SF. Par habitude, et je trouve que dplire est plus intuitif dans la manière de fonctionner. Alors, il existe plein d'autres fonctions dans le package SF et le but n'est pas non plus de toutes les aborder, mais surtout de vous donner une vision d'ensemble. Il est par exemple possible de garder que le contour par exemple, de la métropole lilloise, d'un ensemble d'objets. Donc là, je ne l'ai pas de représenté, mais vous imaginez que toutes les frontières qui sont à l'intérieur de la métropole disparaissent. C'est exactement ce que permet la fonction stunion. Il y a aussi la fonction stboundary, qui, elle, permet au contraire de faire basculer tous les polygones sous forme de lignes, en fait. Et vous ne gardez que les frontières des polygones, même à l'intérieur. Ce qui pourrait être utile dans un cadre ou un autre. Vous pouvez également, si jamais vous trouvez que le papillon de l'île il est trop complexe à interpréter, etc., vous pouvez aussi utiliser la fonction stSimply qui va en fait simplifier les bordures et en fait va faciliter l'interprétation de certaines données.
en essayant de faire en sorte que les points en fait, par exemple, là, sur ce paramétrage-là, en fait, l'idée, ça va être de faire des traits qui font 1 kilomètre de distance. Donc, ce qui fait qu'il y a certains angles qui se font sur des distances qui sont inférieures, par exemple 50 mètres, etc. En fait, elles disparaissent et sont simplifiées. Après, donc, il y a des fonctions pour réobtenir les systèmes de coordonnées sur lesquels on peut vouloir travailler, par exemple, pour mesurer des distances ou pour faire des tessellations. Ça, on le verra plus tard. Après, un autre outil qui est assez marrant à utiliser, en tout cas, j'aimerais bien l'utiliser un de ces quatre, c'est la fonction stbuffer, qui consiste en fait à prendre un objet et à créer une sorte de zone autour qui va vous permettre, par exemple, de mesurer un impact autour. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais prenons un exemple, par exemple, l'exemple d'une route. On peut, par exemple, avoir envie de mesurer la quantité de particules fines qui se trouvent aux abords des routes. Donc, avec des données, bien sûr, qui existeraient, etc., on pourrait prendre la route qui serait une simple ligne et ensuite utiliser la fonction stbuffer pour recouper des données qui sont environnantes à ce qu'il y a autour de la route. C'est à ça que peut servir la fonction stbuffer. Alors, après, il y a une autre chose que je trouve très intéressant en analyse spatiale, c'est tout ce qui va être tirage aléatoire. Pourquoi? Parce que ça se prête bien aux modélisations de type, aux méthodes de Monte Carlo pour mesurer des incertitudes ou ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs manières de définir ce qu'est un tirage aléatoire en fait, dans le cadre d'une analyse spatiale. On peut soit définir une répartition régulière au sein d'un polygone. Là, c'est ce que vous avez représenté sur le cadre de la métropole lilloise, où vous avez 1000 points qui sont répartis de manière carrée, entre guillemets. Donc, pour cela, c'est très, très simple. Vous prenez la fonction stsample, donc sample pour échantillonnage, et vous lui demandez vous précisez la carte. Donc là, je lui ai demandé de me mettre tout dans le cadre de la métropole lilloise et le nombre de points que vous voulez mettre en précisant le type. Le type étant régulier, regular. Vous pouvez aussi souhaiter une distribution aléatoire, auquel cas vous remplacez regular par random. Et là, vous voyez bien que les points se répartissent de manière aléatoire sur l'ensemble de la métropole lilloise. Et que la visualisation, encore une fois, se fait de manière très très simple, avec juste la fonction ggplot et la fonction geomsf que vous pouvez combiner, sur laquelle vous pouvez combiner plusieurs couches en fait d'informations. Donc la première, vous précisez le fond de carte, donc là le pourtour de la métropole lilloise, et ensuite en dessous, vous précisez en fait les points, tout simplement, ce qui va modéliser les points. Anis, quand tu Oui. dis tirage aléatoire, tu peux spécifier la loi de tirage ou pas? C'est précisé dans le package, mais là, tu me poses une Non, question. c'est pas parce que typiquement, des processus ponctuels sur un domaine, type poisson ou quoi que ce soit, on a besoin de spécifier un petit peu la loi. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le random, en fait? C'est un processus de poisson qui suppose en fait, que tout le territoire est homogène. Okay. Après, il y a d'autres possibilités pour faire en fait, pour suivre des distributions qui seraient aléatoires, mais entre guillemets, avec une tendance. Mais là, je les ai plus vus sur les packages SP que dans le package SF. D'accord, merci. Moi, je t'en prie. D'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, d'une manière générale dans l'Assemblée, n'hésitez pas. Hein. Vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Bon, ok, alors soit j'explique très bien, soit j'ai perdu tout le monde. Bonjour. Oui. Moi, j'ai une question. Pourquoi ne pas utiliser le package tmap pour la cartographie, puisqu'il utilise en fait la même syntaxe que ggplot2, mais c'est quand même un package qui est focus là-dessus et qui, je pense, permet plus de choses et plus simplement. En fait, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Là-dessus, ils sont parfaitement interopérables. Vous aurez d'ailleurs plusieurs exemples en fait, il y a un guide du package SF qui justement présente les données. Je crois que c'est peut-être géomarketing avec R ou quelque chose en genre là, le nom. Faudrait que je vérifie, mais qui utilise le package tmap justement pour représenter certaines cartes. Ok.
Et alors, juste pour information, le package cartographie n'est plus maintenu. Il a été remplacé par un package qui s'appelle MapSF. C'est le même auteur. Et voilà. Je mets le lien dans le chat si ça intéresse certains. Bah, vous faites bien d'intervenir. Moi, je me suis arrêté en fait sur le package cartographique quand je passais sur ggplot, et sur SF1. Parce que je pense que pour une activité de recherche, ça peut suffire en tout cas. Enfin, moi, ça me suffit. D'accord. Mais si vous voulez aller plus loin, partager les liens, il n'y a pas de souci, faites. C'est avec plaisir que je les regarderai plus tard aussi, par curiosité. Merci. Je vous en prie. Alors ensuite, on a tiré des points de façon aléatoire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est bien beau de tirer des points de façon aléatoire, mais est-ce qu'ils se sont vraiment répartis de manière aléatoire? Pour ça, en fait, on peut mesurer le nombre de points par zone iris. Donc, ça se fait d'une manière très, très simple avec la fonction intersect, donc pour intersection, en fait. Il y a aussi la fonction intersection, mais en fait, il faut utiliser la fonction intersect, qui, elle, va vous permettre de compter, va attribuer, vous allez vous retrouver avec une base de données qui va, pour chaque point, attribuer le polygone dans lequel il se trouve le point. Et comme ça, vous allez ensuite avoir toute une base que vous allez faire une opération avec un group by et un tally pour compter le nombre d'observations par groupe. Et vous allez comme ça pouvoir compter le nombre de points qui ont été générés par zone iris. Donc, ça se fait de façon assez simple. Il faut juste faire attention sur un paramètre qui est le paramètre sparse. En général, il est mis en true, en vrai. Je préfère le mettre en faux, tout simplement parce que comme ça, il retourne une matrice. Et je préfère, et à manipuler, c'est beaucoup plus simple que le format qu'il renvoie, qui en fait est une liste et avec laquelle je suis beaucoup moins à l'aise. Donc, pensez-y, peut-être que ça vous simplifiera la vie de fonctionner comme ça. Donc voilà, je pense que ce genre de comptage, tout ça, va donner des envies à certains de faire des méthodes de Monte-Carlo sur de l'analyse spatiale. En tout cas, moi, ça me tente bien. Après, en termes d'opération, il y en a vraiment beaucoup qui sont disponibles dans le package. Ça va être des fonctions pour qualifier des données, donc qui commencent tous par st, is. Donc soit est-ce que c'est vide, parce que ça peut arriver, notamment si vous faites la programmation dans une boucle, tout ça, vous pouvez vouloir passer une exception quand la donnée est vide. Donc là, vous testez si la base de données est vide. Aussi, le format de projection. Donc, si c'est une projection de type GPS, donc c'est st is longlat. Après, bon, il y a d'autres fonctions qu'il faudra tester un peu plus dans le cadre de vos recherches. Après, ce qui est assez intéressant, c'est le nombre de fonctions qui vont tester ce que j'appelle, entre guillemets, l'appartenance. Donc, puisqu'elles sont toutes une nuance, plus ou moins, qu'il faudrait revoir, puisque bon, vous avez la fonction, par exemple, st-intersect, qui, elle, va mesurer toutes les intersections entre deux objets. Par exemple, entre un nuage de points et un polygone. Ça veut dire que même, par exemple, les points qui se trouveraient sur la frontière du polygone vont être considérés comme appartenant au polygone. Et ça peut poser un problème quand vous avez un point qui, en fait, est à la frontière entre deux polygones, puisqu'en fait, ça va vous rajouter des observations. Donc, soit vous les traitez à part, dans les identifiants préalables, soit vous les supprimez. Tout dépendra du type de travaux que vous faites exactement. Ensuite, il y a d'autres fonctions, comme par exemple pour savoir si un polygone va couvrir un autre polygone, ou s'il est contenu à l'intérieur d'un autre, avec les fonctions covers, donc couvre, couverture, contains, qui contient, contained by, qui est contenu par, ou qui recouvre au moins de manière partielle. Il y a également la fonction st-within qui est un peu analogue aux précédentes, qui va également permettre de tester si un objet est contenu dans un autre objet.
et la fonction STDifferent, dont je vous donnerai un exemple plus tard parce qu'elle peut faire des choses assez sympas. Après, il y a tout ce qui va être analyse de distance. Pour générer une matrice de distance, ce qu'il vous faut, ce sont des points que vous avez déjà ouverts auparavant avec une fonction, etc. Et vous mettez votre objet. Soit vous mesurez la distance de l'objet par rapport à lui-même, auquel cas vous ne mettez que, par exemple, que l'emplacement des pharmacies. Et là, en fait, spontanément, la fonction va mesurer la distance entre chaque pharmacie. Ou alors, vous pouvez aussi le faire par rapport à une autre base de données, par exemple, pour mesurer la distance entre les pharmacies et les hôpitaux. Mais vous en faites pas, je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard avec des exemples de code pour vous montrer exactement l'ordre des paramètres, etc. Une autre fonction qui est utilisée pour tout ce qui est en fait spatial, ça va être la fonction isWithinDistance. Et comme son nom l'indique, en fait, tout simplement, elle va permettre de mesurer si un objet est en dessous d'une certaine distance d'un autre. Donc voilà, ça c'était pour les... Il y a 2 éléments de discussion, je vais juste regarder rapidement. Donc pour la question si STBuffer peut être utilisé pour déterminer les zones de chalandise. Alors, pas vraiment. Pour moi, ça ne l'est pas parce que ça pose une hypothèse, c'est le rayon d'action en fait. Et ensuite, le deuxième lien, c'est le lien que Hugues nous a partagé tout à l'heure sur MapSF. Ensuite, dans l'analyse spatiale, il y a il y a des opérations qui sont un peu récurrentes. Ça va être notamment tout ce qui va être calcul de centroïdes et les tessellations. Alors, j'ai préféré vous présenter d'abord rapidement ce que c'était l'un et l'autre. Donc, c'est ce que vous avez de représenter sur des graphiques, sur les figures. Donc, en haut, vous avez la représentation d'un centroïde. C'est vous avez un polygone et vous voulez en déduire le centre. Alors, pour faire cette opération-là, avant, il fallait utiliser à la fois le package deldir et en même temps le package SP. Pardon, j'ai pas mis les phrases au bon endroit, excusez-moi. Il fallait utiliser le package gestools avec un nom de fonction à rallonge pour retrouver les centroïdes. Ça se fait beaucoup plus simplement avec SF, comme vous allez le voir après. Pour tout ce qui est après, vous pouvez aussi avoir des points qui vont vous permettre et vous allez vouloir tracer une distance entre les points, enfin des polygones autour des points. C'est typiquement le cas des zones de chalandise chères à un certain monsieur Thomas Morgenroth, puisque là, l'idée, ça va être de faire des polygones en fait, au sein d'un polygone de Voronoi, d'une tessellation, en fait, tous les points qui sont couverts dans le polygone n'ont pas de centre plus proche que celui du polygone auquel ils appartiennent. Donc, ça permet d'associer un territoire, en fait, à un point, le territoire qui lui est, entre guillemets, le plus proche et qui n'est pas plus proche d'une autre infrastructure. J'espère que j'étais clair dans ma formulation. Donc, ça se faisait avant avec une combinaison du package deldir et du package SP, aussi en passant par plusieurs formats de fichiers différents. Je l'ai fait une fois, je ne le referai pas 2 fois. Parce que la manière dont je l'ai fait était vraiment tordue et maintenant, ça se fait beaucoup plus simplement. Alors, les centroïdes. Donc là, vous avez les différentes zones iris qui sont représentées par rapport des différentes zones iris qui sont représentées. Puis vous avez tout simplement, vous recherchez le centre de chaque polygone. Alors, vous voyez que dans la majorité des cas, le centre des polygones est plutôt au centre, ça se voit que c'est bien au centre en fait.
Par contre, dès lors que les formes ne vont pas être assez sphériques ou assez rectangulaires, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des recoupements un peu malencontreux. Je m'explique. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais en tout cas, au sud de l'île, vous avez une forme géométrique qui est en forme de L. Et en fait, quand il va modéliser le centre de ce polygone, en fait, il va tomber dans le vide. Il ne va pas tomber dans le polygone. Pourquoi? Parce que le point le plus proche d'un L, en fait, il se trouve entre les deux extrémités du L. Il ne se trouve pas dans le L lui-même. Donc, ce qui fait que parfois, on peut avoir des résultats un peu surprenants. À Nice, est-ce que c'est pas lié tout simplement à tes bons souvenirs de géométrie sur un calcul de barycentre, hein? Oui, c'est ça. C'est un calcul de barycentre. C'est un barycentre, hein, donc oui. c'est pas surprenant que ça tombe dans le vide, hein, je veux dire. Oui, mais on s'attendrait à ce que le centre d'un polygone, d'une zone, si je demande le centre d'une zone iris, je m'attendrais à ce que ça tombe dans la zone iris, tu vois. Ouais. Tu vois, après, est-ce que ça dépend pas aussi de la distance que tu utilises pour déterminer tes centroïdes, enfin, les centres de tes centroïdes? Non, puisque c'est justement le calcul des centroïdes. En fait, la distance, c'est juste la forme qui fait que ça tombe au milieu. Là-dessus, j'ai pas de paramètres particuliers à mettre. Regarde la fonction, c'est ST centroïde et je lui donne la carte à paramétrer. Après, il n'y a pas beaucoup plus d'options que ça, hein. Ok. Donc, c'est juste un barycentre, effectivement. Mais comme je n'ai pas fait de maths, j'ai oublié ce que c'était qu'un barycentre. Tu as fait des triangles, hein, je te rappelle, dans ton collège. Donc, tu as fait la médiatrice et donc tu as vu ça. Oui. Et je vais refaire des triangles après, pour te faire plaisir. Donc, quand je parlais de triangle, je pensais notamment à la tessellation à ce qu'on appelle une tessellation. Alors, une tessellation, donc l'idée, c'est quoi? C'est d'attribuer à un point tout l'espace qui lui est le plus proche et qui n'est pas plus proche d'un autre point. Donc là, vous avez de représenter, les points rouges, en fait, ce sont les hôpitaux au sein de l'île. Vous voyez concrètement dans chaque polygone, le point en rouge, c'est celui qui est le plus proche de l'ensemble du polygone. Alors ça va être très utile, par exemple, pour mesurer des zones de chalandise. La seule chose en termes d'implémentation technique, ça va être de faire attention parce que la fonction ST-Voronoi, qui met en place une tessellation de Voronoi, en fait, fonctionne avec des objets de type ST multipoint. Donc, pour en construire un, c'est relativement simple. Vous prenez une base de données sous forme de points. Vous lui demandez de récupérer les données, de le convertir en multipoint, et ensuite vous le donnez à la fonction ST-Voronoi et vous fera le travail de manière efficace. Il y a quelques options sur la manière de procéder au niveau algorithmique, mais pour ça, je vous renvoie plutôt vers la description du package et des décellations pour plus d'informations. Donc voilà. Après, à partir de ça, ce qui peut être intéressant, c'est de mesurer les aires en dessous en fait, qui constituent chaque zone. Donc, c'est ce que j'ai de représenter ici. Et la fonction est très simple, c'est ST-Area. Donc, pour calculer une aire, il faut utiliser la fonction d'aire. Donc, il faut convertir en format numérique parce que forcément, les résultats sont donnés en chaîne de caractères, puisque si c'était trop facile, ça se saurait. Après, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai représenté les résultats en kilomètres carrés, simplement pour vous montrer premièrement que ça marchait, puisqu'on a 8 hôpitaux et on obtient bien 8 données. Vous voyez des chiffres un peu surprenants, comme par exemple 161 km² pour la zone de chalandise d'un hôpital au sein de la métropole de Lille. Ça pose des questions. Et ça, en fait, c'est parce que, comme vous l'avez vu précédemment, en fait, les arêtes des polygones sortent très largement de la métropole. Pour régler ce problème,
en fait, il y a une solution très simple, c'est d'utiliser la fonction STDifference, qui va vous permettre de mesurer, d'établir des zones de conflit entre deux objets. Donc, c'est par exemple comme ça que j'ai pu réextraire comment dire, de la carte, les zones que j'ai pu remettre les polygones de Voronoi dans la carte de la métropole de Lille. Et donc, vous obtenez un graphique qui est beaucoup plus propre avec les zones qui sont représentées à l'intérieur du graphique, des limites de la métropole lilloise. Si vous intervertissiez les deux paramètres entre la carte et le Voronoi, en fait, vous obtiendrez l'inverse, c'est-à-dire que vous auriez que les zones qui sont extérieures à la métropole lilloise, ce qui pourrait être intéressant dans un autre cadre. Ensuite, l'analyse spatiale, en fait, elle porte aussi beaucoup sur des analyses de distance, parce que la distance, c'est lié à la proximité, et que si l'on en réfère à la première loi de la géographie, qui dit que tout objet interagit avec tout, deux objets qui sont proches sont plus susceptibles de le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir, surtout que c'est très facile à implémenter. Là, c'est ce que j'ai représenté ici. Ça se fait avec une fonction très simple dont le nom est STDistance. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis que les noms de fonctions sont simples à retenir, qu'ils sont intuitifs. Je pense que depuis le début, ça se vérifie plutôt bien. Alors, comment dire, il faut faire attention toutefois à une chose, c'est que c'est l'ordre des arguments. Parce que si par exemple, si vous mettez deux objets, en fonction de si vous mettez l'objet A ou l'objet B en premier ou en deuxième, en fait, vous ne mesurez pas la même distance. C'est ce que j'ai de représenté ici. Donc là, dans le premier cas, on mesure la distance des pharmacies par rapport aux hôpitaux. Donc, c'est la matrice que vous avez de représenter ici. Et dans le second cas, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir quelle est la distance des hôpitaux par rapport aux pharmacies. Donc là, après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de mesurer, par exemple, la distance de la pharmacie la plus proche. Donc voilà, donc c'est ce qui est représenté dans le tableau à droite. Et pour trier par ordre de proximité, c'est tout simple. Il faut utiliser une fonction apply et la fonction sort sur les colonnes. Et là, vous avez en fait le graphique ici, enfin la table qui représente en colonne le numéro de l'hôpital et en ligne la position de la pharmacie, la KIM plus proche. Donc, en numéro 1, c'est la pharmacie la plus proche de l'hôpital. Donc, vous voyez que ça oscille entre 85 et 800 mètres. Et plus vous allez reculer, plus en fait, vous allez avoir comme ça, vous allez pouvoir mesurer la distance entre différents composants. Anis, tu penses tout doucement à finir, s'il te plaît? Ouais, normalement, ça ne devrait pas trop tarder. Okay. Il reste 4 diapos. Vas-y, on te laisse quelques instants. Ensuite, donc, il y a d'autres fonctions qui sont intéressantes, comme par exemple pour identifier l'élément le plus proche. Donc, pour ça, c'est très simple. C'est vous utilisez la fonction STNearestFeature et qui va tout simplement vous retourner l'élément qui est le plus proche de celui par rapport à celui que vous avez considéré. Par exemple, si vous mettez les pharmacies en premier, en fait, il va vous chercher l'identifiant de l'hôpital le plus proche. Comme ça, vous allez les retrouver de façon assez intuitive. Après, pour tout ce qui est construction de matrices de voisinage, alors il y a plusieurs manières de construire des matrices de voisinage, mais la manière la plus simple, c'est ce qu'on appelle les matrices de contiguïté, qui vont estimer qu'un territoire interagit avec ceux qu'il touche au moins par un point. C'est ce qu'on appelle la contiguïté au sens de Queen. Donc, c'est celle que vous rencontrerez le plus fréquemment dans les travaux. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai le plus souvent croisée. Et ça se fait très simplement avec la fonction STTouches. Alors, touches pour toucher. Encore une fois, c'est un nom très, très simple. Je vous conseille aussi de mettre l'option sparse false pour avoir les résultats sous forme de matrice, sous forme matricielle. Après, une fois que vous avez cette identification-là, vous pourrez retravailler dessus
puisque ce que la fonction va vous retourner, c'est l'ensemble des éléments les plus proches pour chaque en fait, des polygones limitrophes pour chaque polygone. Et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, pondérer en fonction de la population et ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'il y a de représenté dans les codes. Donc, pour synthétiser, pour reprendre, donc, je trouve que le package SF est vraiment un package qui est très utile parce que c'est un package qui permet de consolider plusieurs anciens packages. Donc, c'est pour ça que je me suis permis cette petite citation du Seigneur des Anneaux, un package pour les gouverner tous. Je vous laisserai terminer la suite. Alors, en termes d'implémentation, tout se fait de manière simple par rapport à avant. Il n'y a pas besoin d'utiliser plusieurs fonctions différentes au nom parfois très compliqué. L'accès aux différentes fonctions se fait de manière très simple. La documentation est relativement claire. Puis voilà, donc je pense que dans ce package, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'analyse spatiale. Et surtout, c'est que c'est un package qui est interopérable avec DPLIR, ggplot ou encore TMAP, et je suis sûr bien d'autres packages encore.